Bah oui. Tout le monde s'appelle Christophe en ce moment. Bon, allez, au boulot. Voilà. Bonne émission. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique, merci à lui. Et puis toujours, bien sûr, en FM, en vidéo live via Facebook et puis sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs, ça serait sympa. Alors les thèmes du jour, eh bien, aide aux plus démunis, coworking inclusif, coaching. Et tout ça grâce à nos invités que je remercie pour leur présence. Et du coup, j'accueille tout de suite Édouard Blom. Bonjour. Bonjour. Vous occupez de l'espace, du premier espace de coworking inclusif en Val d'Oise qui vient d'ouvrir la semaine dernière à Cergy. Et on va donc en parler ensemble. Vous êtes accompagné de Julie Grosset qui est responsable de la responsabilité sociétale du handicap et qui viendra d'ailleurs nous en parler dans quelques minutes. Et on parlera bien sûr de télétravail, je suppose, puisque un espace de coworking, c'est aussi fait pour sortir de chez soi et pouvoir télétravailler. À vos côtés, Nadège Vial, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes coach et formatrice certifiée en PNL. Vous avez aussi une formation en ProcessCom. Et vous avez créé en 2012 la société Proximaction RH, et donc qui fait notamment du coaching et de la formation en distanciel, en particulier pour les TPE et les PME. Et puis donc, bien sûr, on parlera de tout ça et de confiance en soi ensemble tout à l'heure. Et puis, j'ai la chance d'avoir Rémi Lelon. Bonjour. Bonjour, bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs. Vous représentez la fondation Raoul Follereau, une fondation qui existe depuis 60 ans et vous êtes responsable du service Action Rurale dans cette fondation. Vous soutenez les initiatives locales pour aider les personnes en situation de précarité. Donc ensemble, on parlera de soigner, d'éduquer, de se réinsérer en France, en Afrique d'ailleurs et au Moyen-Orient aussi, et de se réinsérer notamment en milieu rural. Donc on parlera aussi de soutien financier et d'aide sur mesure. Alors aujourd'hui c'est lundi, et bien notre expert sportif est de retour. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Florence ce matin? Ça va super bien, ça va Tant super mieux, bien. Tant mieux, moi aussi ça va. Surtout, après ce dimanche magnifique avec ce soleil radieux qui a brillé hier en fin d'après-midi. Oui, on a vu. Puis est arrivé cet arc-en-ciel splendide. Non, je ne vous parle pas de la grisaille, mais du titre de champion du monde remporté par le Français Julien Alaphilippe. Une victoire en puncher, en costaud pour ce coureur qui rêvait tant du maillot arc-en-ciel de champion du monde. Je suis fan. Tant mieux, vous n'êtes pas la seule. Rendez-vous compte, voilà 23 ans que la France attendait ce titre. Il est aussi le 9e Français depuis 1927 à devenir champion du monde. Mais ce qui est très fort, ce que Alaphilippe a fait de très fort, c'est qu'il prenait le départ avec une énorme pancarte de favoris. Et le Français a parfaitement tenu son rang, entouré d'une belle équipe de France qui a su se mettre à son service. Et l'émotion d'Alaphilippe sur le podium au moment de la Marseillaise était énorme pour ce coureur qui avait remporté une étape du Tour de France et du coup porté le maillot jaune. Oui, énorme car depuis le décès de son père en juillet, Alaphilippe court pour son papa. Pendant un an, il va donc porter ce maillot magique sur toutes les routes et même dès mercredi avec la Flèche Wallonne, une des grandes classiques de la saison en raison du Covid-19. À ce propos, je dois vous dire que je suis un peu perturbé en ce moment. En fait, pour tout vous dire, je n'y comprends plus rien. Pourquoi? Mais vous avez vu, j'ai déjà vu le Tour de France se terminer le 20 septembre, lui qui rythme notre vie depuis des années au mois de juillet. Et les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby qui se disputent toujours au mois de mai, eh bien elles ont eu lieu ce week-end. 2 clubs français étaient au front, Toulouse et le Racing 92. Il n'en reste plus qu'un, le Racing, qui a battu les Anglais des Saracens à la Défense Arena. Toulouse, de son côté, s'est incliné à Exeter 28-18. Et la finale, qui d'habitude se joue fin mai, aura donc lieu le 17 octobre à Bristol. Le Racing court après un sacre européen depuis des années et a toujours échoué dans cette épreuve. Cette année, c'est peut-être la bonne. Et vous connaissez la meilleure, Florence. Roland Garros,
le grand tournoi de tennis qui donne rendez-vous à ses fans la dernière semaine de mai et la première de juin, eh bien, il a commencé hier devant 1000 spectateurs, pas plus. Roland-Garros fin septembre, début octobre. Vous y croyez, vous? Et encore heureux que cette année, le cours central Philippe Chatrier est équipé d'un toit. Car, vu la météo annoncée ce week-end, c'est peut-être le seul cours qui va servir. Il ne devrait pas y avoir des matchs sur les autres terrains. Et à ce rythme, c'est à Noël que pourrait avoir lieu la finale. En tout cas, hier, des matchs ont eu lieu sur le central, bien sûr, dans une ambiance très particulière. Et je ne parlerai pas de votre idole, Roger Federer, qui a choisi de ne pas participer à ce tournoi du Grand Chelem. Dans la fraîcheur de l'automne et entre les gouttes, Benoît Paire et Caroline Garcia ont passé le premier tour. Aujourd'hui, Rafael Nadal, le grand favori, entre en piste contre Egor Gerasimov, et le Français Gaël Monfils débutera dans le tournoi face au Kazakh Alexander Bublik. Pour le reste de l'actualité, le Paris Saint-Germain semble avoir enclenché la marche avant dans le championnat de France. Après 2 défaites contre Lens et Marseille, les Parisiens ont signé hier leur 3e victoire consécutive en s'imposant à Reims 2-0. Et voilà le PSG qui remonte au classement. Donc voilà, je vous laisse, Florence, au milieu de cette actualité totalement bousculée au niveau du calendrier. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai des épreuves de la Coupe du Monde de ski en plein cœur du mois d'août. On ne sait jamais. Au revoir et à lundi. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Absolument. On continue cette émission avec donc les infos du jour. Interdiction de rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes. La Covid-19 circule toujours et dans ce contexte, le préfet du Val d'Oise interdit les rassemblements de plus de 30 personnes à compter d'aujourd'hui, lundi 28 septembre, et ça pour une durée de 15 jours. 25 lits sur les 58 disponibles dans le Val d'Oise sont actuellement occupés par des patients et donc eh bien, il faut que ce taux retombe. Le nombre de nouvelles contaminations rapportées à 100 000 habitants sur une période de 7 jours s'élève à presque 140 personnes et il est de 68 personnes chez les plus de 65 ans, tranche d'âge à partir duquel on est beaucoup plus vulnérable face à cette maladie. Le taux de positivité au test s'élève à 8,5. Mais cette mesure ne concerne pas les cérémonies civiles dans les mairies, ça veut dire les PACS, ni les cérémonies religieuses dans les lieux de culte. Voilà, les autres types de rassemblements comme les événements associatifs ou professionnels peuvent être maintenus dans le respect strict des règles sanitaires prévues sous la responsabilité, bien sûr, des organisateurs. Nadège Vial, vous avez une réunion prévue bientôt, je crois. Oui, justement, le club d'Inactive a une réunion qui est festive et qui est prévue le mercredi, le 30 septembre. Et le préfet du Val d'Oise vous a autorisé à la maintenir, à concurrence d'un protocole très très strict, effectivement, où on doit s'engager sur plein de choses. On va mesurer notre température, on doit signifier si on a été en contact Covid, etc. Donc, on va maintenir les choses, mais en respectant évidemment les règles. Alors je rappelle que l'association d'Inactive, c'est une association d'entrepreneurs installée dans la vallée de Montmorency. Donc je répète qu'il y a cette réunion d'entrepreneurs prévue mercredi. Autre info du jour, c'est le plan en faveur des jeunes valdoisiens. Le département investit 1,4 million d'euros pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le département est l'un des plus jeunes de France, a rappelé sa présidente Marie-Christine Cavecchi. 41% de sa population a moins de 30 ans et je n'accepterai pas que nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail cette année soient la génération sacrifiée du Covid, a-t-elle déclaré. Alors ce plan de relance vise 2 catégories, des jeunes peu ou pas qualifiés de moins de 26 ans, peu autonomes dans leur démarche d'insertion, les plus éloignés de l'emploi et les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur âgés entre 18 à 30 ans, dont l'insertion sur le marché du travail est effectivement en ce moment un peu en question. Alors ces mesures, ce 1,4 million est réparti comme ça. D'abord l'apprentissage, 637 000 euros seront dédiés à l'apprentissage. Il y aura 102 000 euros d'aide sociale pour doubler les crédits du fonds d'aide aux jeunes, le FAJ. Ce sont des aides d'urgence individuelles d'hébergement qui vont permettre d'augmenter le nombre d'aides sollicitées. Il y a aussi l'insertion, donc ça je vous en ai un petit peu parlé, 200 000 euros pour permettre de créer une trentaine de places supplémentaires dans les ateliers et les chantiers d'insertion.
en 2021. Il y aura 200 000 euros pour le soutien aux jeunes diplômés, pour soutenir des accompagnements et du coaching pour des jeunes qui ont Bac+2 ou jusqu'à Bac+5 entrant sur le marché du travail. Et puis, il y aura 60 000 euros qui seront versés à Initiative, une bourse à impact social et environnemental destinée à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes de moins de 30 ans. Alors cette bourse sera confiée à cet organisme dont on parle régulièrement ici sur cette antenne, car il devra sélectionner 10 à 15 jeunes lauréats d'ici la fin de l'année pour pouvoir verser cette bourse justement. Et puis enfin, il y aura les bourses étudiantes, 40 000 euros, qui seront distribuées au nouveau nom que porte l'université de Cergy-Pontoise qui s'appelle CY, ça s'écrit mais on dit CY, Cergy Paris Université, pour financer 100 bourses de 400 euros pour des étudiants valdoisiens en difficulté. Voilà un petit peu pour ce soutien du Val d'Oise aux jeunes valdoisiens. Rémi Lelon, ça vous parle parce que votre fondation et vous-même vous occupez beaucoup de soutien. Oui, on peut que se réjouir du soutien à l'insertion, puisque c'est effectivement une de nos actions à la Fondation. On fait ça en milieu rural. Donc tous les gens qui sont bénéficiaires de ces aides à l'insertion peuvent aussi, quand ils auront un projet, venir nous voir, nous solliciter pour qu'on puisse étudier leurs demandes et éventuellement les aider financièrement et les accompagner pendant un certain nombre d'années. Je pense qu'on développera ça tout à l'heure. Exactement, nous allons parler beaucoup plus longuement dans quelques minutes. Restez avec nous. Autre info du jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voulez-vous vivre dans une région plus verte et voulez-vous participer au premier budget participatif écologique et solidaire de la région Île-de-France? Eh bien, c'est ce qu'elle vous propose, cette région Île-de-France. Elle est dotée de 500 millions d'euros sur 5 ans et vous pouvez, par Internet, depuis le 18 septembre, et ça jusqu'au 2 octobre, aller voter parmi les 480 dossiers retenus par la région Île-de-France, qui donc, je répète, a prévu d'investir 500 millions d'euros sur 5 ans pour financer les projets gagnants sur lesquels vous-même, vous allez avoir voté. Donc, il ne vous reste plus que quelques jours parce que c'est important de pouvoir donner son avis. Et je rappelle que ces dépenses publiques qui en fait sont prévues à hauteur de 10 milliards d'euros durant la période de 2020 à 2024, eh bien, se répartissent en 480 dossiers retenus. Je répète, il faut aller voter jusqu'au 2 octobre. Donc le but, les deux axes majeurs, c'est supprimer ou réduire les sources de dommages écologiques et bien sûr préparer l'avenir. Je rappelle que la région engagera 10 milliards d'euros de dépenses sur la période 2020-2024. Pour y aller, eh bien c'est simple, sur Internet, vous tapez île-de-france.fr et vous allez sur l'onglet budget participatif, voter pour vos projets. Autre info du jour, c'est un tiers des sénateurs en France qui étaient renouvelés ce dimanche. L'Île-de-France n'était pas concernée, mais beaucoup de départements en province ont eu lieu et la droite a renforcé sa majorité. Mais une poussée verte a permis aux écologistes de constituer pour la première fois un groupe parlementaire puisqu'il y a eu 8 écologistes élus. Cette élection donc vient renforcer la majorité sénatoriale de la droite et du centre, a déclaré le président du Sénat Gérard Larcher, candidat bien sûr à sa réélection au plateau comme on dit. Il devrait être reconduit dans son fauteuil puisque le groupe LR, fort de 144 membres, maintient ses positions et son allié, l'Union centriste, de 51 membres avant le scrutin, devrait gagner entre 5 à 8 sénateurs supplémentaires. C'est donc le premier groupe, on va dire, d'opposition à Emmanuel Macron. Autre info du jour, alors cette fois on part à l'étranger, c'est au Liban. Mustapha Adib, désigné pour former un nouveau gouvernement après l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth le 4 août dernier qui avait fait, je vous rappelle, 190 morts et plus de 6500 blessés, a laissé 300 000 personnes sans logis. Eh bien, Mustapha Adib jette l'éponge. Il était chargé de lancer des réformes réclamées par la communauté internationale pour débloquer les milliards de dollars d'aide. Eh bien, les partis politiques libanais qui s'étaient engagés à former un cabinet de mission, composé, je cite, de ministres compétents et indépendants,
Eh bien, ça ne se fera pas, car le pouvoir est partagé entre les différentes communautés religieuses. Les efforts de Mustapha Adib ont été entravés par deux formations chiites, le Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement, Naïb Berri, qui réclame le portefeuille des finances. Alors, il a dit « Je m'excuse de ne pas pouvoir poursuivre la tâche de former le gouvernement capable de réaliser les aspirations des Libanais pour un gouvernement réformiste. » Emmanuel Macron condamne évidemment et dit même hier une trahison collective de la classe politique du pays. Le pays est en crise profonde à tous les niveaux. Économiquement, il est en grande difficulté car il dépend presque exclusivement de ses exportations et de la diaspora libanaise installée dans les pays du Golfe qui envoie beaucoup d'argent vers le Liban. Or, elle-même traverse des difficultés liées à la baisse des prix du pétrole. Et puis, il y a aussi une crise bancaire. Je vous rappelle que les avoirs des Libanais sont gelés et que le système politique libanais, qui en plus est paralysé par le copinage et par un mauvais usage du confessionnalisme, ça fait que le pays ne va pas pouvoir sortir de la crise comme on le souhaitait tous. Et je rappelle aussi que c'est un pays c'est presque le pays qui a accueilli le plus de réfugiés syriens. Derrière, peut-être que vous voulez prendre la parole, Rémi Lelon, parce que la fondation Raoul Follereau soutient énormément le Liban. Oui, on soutient énormément depuis le début de la crise. On a quelqu'un sur place, on a une personne salariée de la fondation qui est sur place donc quotidiennement et qui œuvre pour essayer d'aider au maximum les plus pauvres, notamment dans des actions de distribution de nourriture. Et puis peut-être qu'on les évoquera un peu plus en détail tout à l'heure, mais aussi pour soutenir les écoles qui sont les écoles chrétiennes, qui ont la particularité d'accueillir l'ensemble des religions. Des confessions religieuses du pays. Oui, pardon. Et en fait, avec la volonté d'essayer de maintenir cet esprit qui a toujours été cet esprit-là au Liban, de pouvoir avoir des relations interreligieuses assez fortes. Donc ça, c'est aussi dans ce sens-là que nous souhaitons aider les écoles qui risquent de fermer si on ne les aide pas. Et quand vous dites aider, c'est aider financièrement parce que le gouvernement ne paye pas. Voilà. En fait, le gouvernement libanais est en train seulement de payer les subventions de 2016. Donc on voit le retard énorme. Voilà. Et donc si les écoles ferment, ça veut dire que les enfants ne seront pas accueillis. Et on permet, en fait, on verse des bourses aux enfants de façon à ce que les écoles ne ferment pas, en fait. Et qu'on puisse justement maintenir une cohésion grâce à ces écoles, une cohésion sociale malgré les problèmes religieux au Liban. Merci beaucoup, en tout cas, Rémi Lelon, pour cet éclairage. Alors, dernière info du jour, c'est le ministère de la Défense du Haut-Karabakh à Erevan, en Arménie, qui annonce hier que l'armée de la région avait détruit 4 hélicoptères, 15 drones et 10 tanks d'Azerbaïdjan. L'Arménie accuse les forces azéries d'avoir tiré des obus sur la région, tandis que l'Azerbaïdjan accuse les forces arméniennes de bombarder des positions militaires et civiles azéries. L'Arménie a décrété la loi martiale et mobilisé sa population masculine au sujet de ce litige entre les deux pays depuis des décennies sur justement cette région qui s'appelle le Haut. Depuis des décennies au sujet de cette région peuplée majoritairement d'Arméniens, mais qui pourtant appartient à l'Azerbaïdjan, et puis qui a prononcé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991. Même le pape a déclaré de son côté qu'il priait pour que la paix au Caucase et qu'il demandait aux partis en conflit de faire des gestes de bonne volonté et de fraternité. Voilà, on attend donc on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. En tout cas, l'agence Interfax nous informe que le président turc Erdogan a lancé pour sa part un appel au peuple arménien pour qu'il prenne en main son destin contre, a-t-il dit, un leadership qui les entraîne vers la catastrophe. On va terminer nos infos du jour avec notre expert en économie, Christophe Rivet, qui va nous parler des impôts de production. Eh bien bonjour, aujourd'hui notre chronique portera sur les impôts dits de production. En effet, depuis le confinement, on entend un rond unanime sur les impôts dits de production. Mon expression ne doit rien au hasard. Eh bien, révélation fracassante sur Radio Anguin, la notion d'impôt strictement lié à la production n'existe pas. C'est un concept marketing intelligemment mis en musique pour sensibiliser aux taxes qui pèsent sur les entreprises. La dernière taxe sur la production au sens strict était la taxe professionnelle, dont une des composantes visait les outils de production.
Pour être juste, il existe bien une taxe sur les réseaux, créée spécifiquement pour les sociétés d'énergie, principalement EDF. Mais avant de lancer le débat qui justifie ces déclarations fracassantes, quelques notions tout de même. Rappelons tout d'abord la différence entre une taxe et un impôt. Une taxe frappe la consommation, elle est déclenchée par un acte d'achat ou une dépense, comme la TVA, taxe sur le pétrole, TICPE, ou la taxe d'apprentissage. Un impôt, lui, frappe un revenu ou un résultat, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Et pour avoir en tête les grandes masses en matière d'impôts et taxes, examinons les grands chiffres de la fiscalité qui pèsent sur les entreprises. Sur un total de 124 milliards en 2018, voici le podium. D'abord, l'impôt sur les sociétés. Il représente 54 milliards, soit 44% des impôts qui pèsent sur les entreprises. La taxe sur le foncier, 15 milliards, soit 12%. Ensuite, la CVAE, 14 milliards. La taxe sur les salaires, 14 milliards, 11%. L'impôt sur le revenu, car des sociétés payent l'impôt sur le revenu, suivant leur statut, à 8 milliards. La CFE, 7 milliards. La C3S, 4 milliards. La taxe d'apprentissage, 2 milliards. Et les autres représentent 6 milliards. L'IS, l'impôt sur les sociétés, est donc le premier contributeur et de très loin. Il n'apparaît pas dans le débat car son taux a régulièrement diminué pour être de 28% dans le cas général et tombera à 25% en 2022. Il faut affirmer avec force que cette trajectoire fermement maintenue est une excellente chose car observée par les investisseurs étrangers. Elle constitue donc un facteur de compétitivité essentiel. N'apparaît pas non plus dans le débat la taxe sur les salaires, pourtant d'un montant équivalent à celui de la CVAE, car elle ne concerne que les entreprises non soumises à TVA, essentiellement les sociétés financières comme les compagnies d'assurance. Ceci rappelé, que recouvrent ces impôts de production dont on parle actuellement? D'abord, la C3S, assise sur le chiffre d'affaires. C'est une vieille taxe qui auparavant s'appelait l'organique, elle date des années 70. La CFE, elle est fondée sur le foncier, qu'il soit loué ou acheté. La CVAE, qui est assise sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire schématiquement la différence entre le chiffre d'affaires et les achats. Autrement dit, moins vous achetez, plus vous avez de personnel, plus vous allez payer de la CVAE. Et il n'est donc pas du tout impossible que les entreprises de services bénéficient largement de la baisse de la CVAE. Pour ces contributions, toutes les entreprises sont potentiellement concernées. On ne trouve pas dans leur assiette une logique strictement de production. Donc non seulement les impôts de production n'existent pas, mais bien au contraire, il existe un crédit d'impôt lié à la production. Le mécanisme du suramortissement de 140% des biens industriels et numériques acquis par les PME en tout ou partie sur 2020. C'est un mécanisme intelligent, visant pour le coup spécifiquement l'industrie, et dont on comprend mal qu'il n'intervienne pas en premier plan dans le débat, d'autant qu'il doit s'arrêter en 2020. Alors on entend dire également qu'on paye dès le premier euro de chiffre d'affaires. Et non, c'est faux. Pour la CVAE, non seulement vous ne payez rien en deçà de 500 000 euros, ensuite son taux est progressif, et comme la CFE, elle bénéficie directement d'un mécanisme de plafonnement par la CET à 3% de la valeur ajoutée. Et pour la C3S, on n'a rien à payer en deçà de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, en conclusion, c'est bien ou pas ces réductions d'impôts à venir? Eh bien, toute amélioration des marges des entreprises est bonne à prendre, mais toute diminution des recettes doit être compensée. La C3S est destinée aux URSSAF pour financer l'assurance vieillesse. La CVAE et les taxes foncières vont aux collectivités locales. Attention à ne pas les appauvrir. Et puis, si l'on parle compétitivité, que regarde au final un investisseur? D'abord, l'environnement économique et légal, ainsi que les compétences disponibles. Si on se limite aux taxes, il va regarder alors le taux d'impôt sur les sociétés et le coût du travail. Et ce concept de coût du travail va recouvrer les charges sociales, mais également la complexité du droit du travail et la productivité du travail. Et on peut constater que dans ce domaine, la France a fait de réelles avancées au fil des gouvernements successifs. Mais attention en matière de fiscalité à ne pas jouer au jeu de donner à l'un pour apprendre à l'autre, ou pire encore, de donner aujourd'hui au père pour demander au fils ou au petit-fils de rembourser. Et voilà, c'est comme toujours, attention. Merci beaucoup Christophe Rivet, on vous retrouve dans 15 jours, puisque tous les 15 jours, vous nous faites part de votre expertise en économie. Allez, tout de suite, une première respiration musicale, et puis ensuite, on entame le premier sujet du jour, l'association Actif, HACTIF, qui ouvre son premier espace de coworking.
dépend de France Active et de l'Initiative France, c'est ça? Oui. D'accord. Initiative sont très présents en Val d'Oise. On travaille beaucoup avec eux en région. Ah bon? Ouais. Bah, c'est- Des gens qui sont plus proches des porteurs de projets, et pour nous, c'est vraiment... Ils sont très proches. J'ai un très bon relais. Alors, souvent, les dossiers arrivent par eux, d'ailleurs, ils transitent par eux. Ah, c'est bien. Ça organise pas là. Donc pour les jeunes qui veulent s'installer qui veulent créer une entreprise carrément, ou bien pour d'autres types de jeunes? Ouais, ceux qui veulent créer une entreprise, pour nous, c'est et en milieu rural. C'est la condition. Il y a pas mal j'en ai déjà reçu plusieurs, moi, comment on va dire, des boosters de projets de type initiative, mais qui sont spécialisés dans des projets notamment ruraux. Il y en a plusieurs. Nous on est vraiment spécifique sur les installations en milieu rural, mais en revanche, on tape sur l'ensemble des métiers et des professions. C'est pas que de l'agricole. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça peut être un boulanger, un commerce, et ce qui est important. Enfin, même une industrie, à la limite, un jeune qui veut, enfin quelqu'un qui veut créer une industrie, une petite industrie. Oui, alors je ne suis pas sûr que les aides financières ou les aides qu'on puisse apporter soient suffisantes. Bon, maintenant, s'ils créent une activité artisanale, je sais pas moi, menuisier, chauffagiste, plombier. Vous allez nous détailler tout ça tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est important. Oui. Sinon, c'est vraiment, si c'est une entreprise, c'est TPE. On y retourne dans combien de temps? Il n'y a même pas une minute et demie. Bah, c'est bien 1 minute et demie. Donc là, c'est une nouveauté, je suppose. Ouais, ça a quelques mois quand même, ça c'est le Rekia. Laquelle City. Allez, on y retourne. Voilà, c'était au bar de l'économie sur Radio IDFM, Radio Anguin. C'était Cécile Rekia avec son nouveau titre qui s'appelle Naked City. Un petit peu de jazz, ça fait du bien de temps en temps, et surtout le lundi matin. Alors aujourd'hui, nos thèmes du jour sont aide aux plus démunis, coworking inclusif et coaching. Et pour cela, je suis accompagnée de Nadège Vial, qui est coach certifié en PNL, de Rémi Lelon, représentant la fondation Raoul Follereau, et de Edgar Blom et de Julie Grousset, qui représentent l'association Actif. Comme je le disais tout à l'heure, Actif, ça s'écrit H-A-C-T-I-F, car l'objet, c'est d'ouvrir un espace inclusif. C'est bien ça, Edgar Blom, c'est l'espace qui s'est ouvert la semaine dernière. Voilà, c'est exactement ça. Donc Actif, c'est une association qui a été créée en 2018 par Geneviève Caillé. Qu'on avait reçu d'ailleurs à ce micro en 2019. Voilà, exactement. Donc elle a été créée pour favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Tout ça grâce à 3 pôles, donc le pôle Active Worker, le pôle RSH et l'espace de coworking. Donc je vais vous faire une présentation de l'espace de coworking. Donc c'est un espace ouvert à tous, vraiment ouvert à tous, tant aux auto-entrepreneurs qui n'ont pas forcément de bureau, aux chefs d'entreprise qui ont besoin de calme, voilà, de s'y retrouver, et surtout aux salariés handicapés. Donc c'est un espace de coworking, mais vraiment adapté. Grâce à des outils tels que des postes adaptés avec des sièges ergonomiques, des claviers ergonomiques, des bureaux qui montent et qui descendent pour vraiment... C'était ma question, est-ce que les bureaux étaient plus bas? Comment on faisait? Alors justement, vous dites c'est automatique, voilà, ils montent et ils descendent les bureaux. Voilà, on peut les comme adapter. le siège, je suppose. Exactement. Donc voilà, si on a des problèmes de dos, on a besoin d'être plus droit, plus haut, etc. C'est vraiment adapté. Il y a également des outils pour les malvoyants et les sourds. Donc pour les malvoyants, on a des loupes qui permettent de vraiment voir de plus près les documents. Et pour les sourds ou les malentendants, on a des casques qui sont adaptables par rapport aux prothèses auditives. On a également des outils pour les tétraplégiques qui permettent de bouger la souris grâce aux sourcils, en fait. C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est un logiciel qui Exactement. reconnaît les sourcils. C'est ça, c'est un outil qu'on met sur l'oreille et la tête et l'œil, pardon, et ça nous permet de bouger la souris sur l'ordinateur pour l'utiliser. Avec le sourcil. C'est ça.
Donc ça, c'est pour les tétraplégiques. Je rappelle je résume ce que vous venez de dire. Donc un outil spécifique pour tétraplégiques. C'est ça. Avec le sourcil, on peut bouger la souris de l'ordinateur. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme outil adapté au handicap? Il y a également, on a également une salle de réunion avec un outil à l'intérieur, donc c'est un écran avec un casque qui est lié à cet écran afin de pouvoir, si les sourds et les malvoyants font des réunions avec nous, ils puissent suivre exactement la réunion sans problème. Voilà. Et donc, quand vous dites que c'est un espace inclusif, ça veut dire que vous accueillez des valides aussi bien que des personnes non valides, c'est bien ça? Voilà. Je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, c'est qu'on accueille tout le monde, mais qu'il est adapté aux personnes handicapées. Alors, combien de postes avez-vous ouverts à Cergy la semaine dernière? On a 30 postes, 23 postes adaptables, donc comme je vous ai dit, avec les chaises, les bureaux, etc. Les bureaux qui montent et qui descendent. Exactement. Et 9 postes assis debout si on veut travailler debout pour les mal de dos, encore une fois. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous ouvrez de quelle heure à quelle heure cet espace? Et puis, combien ça coûte si on veut venir, je ne sais pas, si on peut venir une heure, une demi-journée? Comment ça se passe pour venir travailler? Alors, on ouvre de 9h à 18h. Et pour venir, on a des forfaits à la demi-journée et des forfaits 50 jours. Voilà. Donc l'avantage avec ces forfaits, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple du prix d'une navette, par exemple, des fois des entreprises payent des navettes pour leurs salariés handicapés pour qu'ils viennent de chez eux à Paris, par exemple, et c'est très cher. Si on prend le forfait de 50 jours avec le prix d'une navette à 50 jours, on fait une économie de près de 10 000 euros. C'est énorme comme économie, exactement. Effectivement. Ouais. Est-ce que pour l'instant, avec qui travaillez-vous pour vous développer? Comment vous allez faire? Alors, on travaille avec Ongo Project, Facility et Access pour les équipements. Et voilà, après on travaille sur les réseaux sociaux, avec le département, etc. Voilà, donc en fait, c'est ouvert à tous, et quelle que soit sa région, finalement, même les gens de l'Oise, il n'y a pas que les Val-d'Oisiens, je suppose. Tous les départements qui jouxtent le Val d'Oise peuvent venir, hein, oui, j'imagine. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est quand même une belle initiative. Comment cet espace s'est ouvert? Alors, ça vient vraiment de Geneviève qui a eu cette idée. Donc, au début, il travaillait vraiment tout seul, etc. Dans des petits locaux. On a vraiment beaucoup changé de locaux. Et au final, là, on a vraiment réussi à se développer. Donc, on a ouvert à l'espace au campus Saint-Christophe, notre espace. Voilà, j'allais dire, on va donner l'adresse. Vous avez commencé à le faire, alors continuez donc. Donc c'est Espace Saint-Christophe. Voilà, c'est au campus Saint-Christophe, à Cergy-Saint-Christophe, voilà. Donc proche de l'université? Non, l'université elle est à Cergy-Préfecture, alors que nous sommes à Cergy-Saint-Christophe. C'est à côté, pas très loin de la gare de Cergy-Saint-Christophe. Voilà, et donc une trentaine de postes. C'est ça. Hein, donc 23 adaptables au handicap. Exactement. Je rappelle ce que vous avez dit. Et donc c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Édouard Blum d'être venu nous présenter ça. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Si on veut réserver un espace, comment s'y prend-on? Il faut téléphoner, il faut aller sur Internet? Il faut aller sur le site. Et sur le site, il y a une rubrique pour s'inscrire. Et je rappelle que jusqu'à la fin du mois, là, on offre une demi-journée pour venir tester l'espace. Donc il faut aller sur le site directement et vous trouverez comment s'inscrire. D'accord, donc le mieux c'est d'aller sur le site, c'est beaucoup plus simple, de téléphoner. Voilà, enfin, si on veut voir, on peut passer aussi, je suppose. Oui, exactement. En ce moment, on fait vraiment beaucoup visiter surtout. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez visiter. Et donc la cible première, c'est les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent mobiliser leur personnel, j'imagine. La cible première, c'est eux, mais on cible vraiment tout. Tous ceux qui veulent venir, que ce soit le salarié lambda, entre guillemets, le chef d'entreprise, voilà. Quelqu'un qui crée son entreprise et voilà, qui n'a pas de bureau, ils peuvent venir. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Et puis donc l'abonnement à la demi-journée, vous avez dit, oui. C'est ça. Et puis on peut prendre un forfait de 50 demi-journées, si j'ai bien compris. Exactement. Ça coûte combien à peu près? Est-ce que vous avez des chiffres? Pas encore? Non, j'ai pas les chiffres. Vous n'avez pas encore les chiffres, vous n'avez pas les chiffres. Bon, c'est dommage, mais on le saura, on mettra en commentaire, vous nous les donnerez hors antenne, et on l'indiquera dans notre commentaire du jour. On va faire une première petite pause musicale, et puis ensuite on va continuer à parler, et notamment de responsabilité sociale du handicap. Merci.
Au bar de l'économie, c'était un extrait de Mylène Farmer, L'âme dans l'eau, pour cette seconde respiration musicale. On continue sur le premier thème. L'association Actif, HACTIF, vient d'ouvrir son premier espace de coworking. Donc vous avez entendu Edgar Blom parler de possibilité de travail par demi-journée, voire par journée, de prendre un abonnement même si on veut. Et il est accompagné de Julie Grosset. Alors Julie Grosset, vous êtes responsable de la responsabilité sociétale du handicap. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est exactement pour une entreprise ? Oui, bonjour. Oui, effectivement, donc la responsabilité sociétale du handicap, c'est une suite logique donc, de la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Actif avait été créé principalement au départ pour accompagner les personnes en situation de handicap dans un milieu professionnel. Et on s'est rendu compte que ces personnes qu'on voulait placer en entreprise avaient des difficultés car les entreprises n'étaient pas forcément toutes ouvertes au handicap. Donc, de ce fait, donc avec Jean-Luc Caillé, nous avons décidé de créer la RSH. Et la RSH, justement, ça inclut de faire en sorte que les entreprises puissent être beaucoup plus ouvertes donc, au handicap. De ce fait, on accompagne les entreprises dans leur politique handicap. Donc ça peut commencer tout simplement par tout ce qui est administratif, jusqu'à vraiment le placement des salariés handicapés, de l'aménagement de postes, donc vraiment de créer une stratégie autour du handicap au sein de leur entreprise. Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, on pensait qu'elles étaient assez fermées par rapport au handicap, donc c'est pour ça qu'on a créé cette RSH. Et il s'est avéré qu'elles ne sont pas toutes fermées, c'est juste qu'il y a un manque de connaissances sur le handicap tout simplement. Donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte de les accompagner, les rassurer aussi, parce que aujourd'hui comme demain, voilà, nous avons des obligations aussi, hein, donc d'inclure des personnes handicapées au sein des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises ne savaient pas comment faire. Donc elles font appel à nous justement par rapport à tout ça. Et puis le handicap, c'est très multiple. Ça peut être simple comme très compliqué. Et ça coûte cher pour une entreprise d'adapter des postes. Donc j'imagine qu'elles doivent être ravies de l'investissement que vous avez fait en ouvrant ce premier espace de coworking spécial handicap. Tout à fait, tout a un lien au final. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on pense que ça coûte cher d'intégrer une personne handicapée au sein de son entreprise. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une personne handicapée, déjà 80% des handicaps ne se voient pas. Donc parfois, une personne handicapée, elle n'a pas forcément besoin d'adaptation de poste. Hein. Parfois, ça passe juste par une chaise ergonomique, un siège ergonomique, etc. Donc c'est pas quelque chose qui va coûter extrêmement cher, d'autant plus qu'il y a des aides pour cela. Les entreprises ne sont pas au courant de ces aides-là. Donc nous, on est facilitateurs justement du handicap pour que justement les entreprises puissent construire une politique handicap pérenne aussi dans le temps. Donc aujourd'hui, les entreprises ont des obligations, donc à 6% de travailleurs handicapés au sein de l'entreprise, donc ça c'est vraiment une réelle obligation. Sinon, elles doivent payer des contributions chaque année, donc ça a un coût. Il faut savoir que quand on recrute une personne handicapée ou quand une personne qui est handicapée au sein même de l'entreprise, qui est reconnue et qui le dit à son chef d'entreprise que voilà, je suis handicapée, il faut savoir que les entreprises ont des aides aussi. Donc que ce soit pour adapter le poste et aussi... Et vous dites que les entreprises ne sont pas au courant, Julie Grosset. Tout à fait. Les entreprises sont vraiment dans l'ignorance totale. Il faut savoir que les PME, la plupart du temps, il n'y a pas forcément de RH au sein des PME et des TPE également. Donc de ce fait, le chef d'entreprise, il gère son équipe. Et il fait même du recrutement jusqu'à ce qu'il fait aussi la communication, il mène toute sa stratégie, etc. Et il s'avère qu'il n'est pas vraiment dans ce domaine de compétences en tout cas, mais il le fait parce qu'il faut le faire. Donc parfois ils ne font pas forcément appel à des RH et même parfois les RH ne sont pas forcément qualifiés non plus dans tout le domaine du handicap. Ils ont des spécificités dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc nous justement, le fait que les entreprises font appel à nous, parfois c'est une clé en main, c'est-à-dire on fait un diagnostic, on regarde vraiment où est la problématique au sein de l'entreprise et ensuite voilà, on propose justement des solutions adaptées
pour faciliter les personnes handicapées au sein de l'entreprise. Donc en fait, à l'association Active, en plus de cet espace coworking que vous avez ouvert la semaine dernière, vous faites des diagnostics Tout à fait. auprès des chefs d'entreprise et donc vous vous occupez finalement ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, vous l'étendez au handicap en fait. Tout à fait. Donc vous faites des bilans. Exactement, on fait un bilan mais on met aussi des choses en place, c'est-à-dire qu'on va mettre le doigt sur la problématique en question et suite à cette problématique, on va trouver des solutions. Donc s'ils ont des salariés, il n'y a pas longtemps encore, j'ai entendu quelqu'un parler d'un chef d'entreprise qui parlait qu'il a dû licencier une personne pour inaptitude parce qu'elle devenait sourde. Et il ne voyait pas, bon, il a juste le mot du médecin du travail, inapte. Il a essayé de trouver des solutions, mais voilà, il ne savait pas que des outils existaient. Et donc il a fait appel à nous parce que il a vu qu'on existait, hein, il ne connaissait pas avant. Et là, il regrette amèrement ce qui s'est passé. Donc c'était l'année dernière, il les regrette amèrement parce qu'il y a des outils pour adapter le poste de travail et ça évite que les personnes handicapées se retrouvent sur le bord de la route. Donc, et ça, c'est important aujourd'hui de se dire, voilà, même si on a un handicap, qu'elle soit minime ou lourde, il faut vraiment trouver des solutions en tant que chef d'entreprise. Vous parliez des sourds et il y a l'association notamment Facilitis qui propose un logiciel. Ils sont venus en parler à ce micro où on peut avoir une vidéo en même temps et les gens traduisent en langage des signes, le langage courant. Éventuellement, il y a ça, il y a aussi des logiciels, hein, tout simplement, qui, même pour les personnes malvoyantes, par exemple, les logiciels qui vont retranscrire les mails que les salariés vont recevoir au niveau auditif. Donc, les personnes ont des casques et donc elle peut lire, enfin entendre tout ce qui est écrit et éventuellement aussi si elle doit faire aussi un mail de réponse. Voilà, elle dicte et le mail se fait automatiquement. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a vraiment des outils qui existent. Il faut éviter avant de licencier les personnes, avant aussi d'être réfractaire à embaucher une personne handicapée, de se dire voilà, il y a des solutions qui existent, je ne sais pas lesquelles, mais dans ces cas-là, voilà, il y a des personnes qui sont compétentes dans ce domaine, on va faire appel à ces personnes-là. Et après, en plus, avec le diagnostic qu'on fait, les choses qu'on met en place également, on fait aussi un retour sur investissement sur du court, du moyen et du long terme. Donc, c'est-à-dire, voilà ce que vous payez aujourd'hui en termes de contribution parce que vous n'êtes pas encore au niveau des 6%, à la norme. Et en plus, demain, ça va être encore plus compliqué en 2024 parce que la loi a changé. Et voilà ce que vous allez y gagner sur 2 ans et 1 jour. Voilà ce que vous allez y gagner. Alors, qu'est-ce que vous disiez donc que le taux, vous rappeliez que le taux est effectivement à 6%, hein, c'est le taux d'intégration du handicap dans une entreprise. Qu'est-ce que la loi a changé va changer pour 2024, Julie Grosset? Voilà, parce qu'en 2018, il faut savoir qu'un établissement, enfin une entreprise qui avait plusieurs établissements, c'était que l'établissement qui était comptabilisé, c'est-à-dire les 6% étaient dans l'établissement. Principal, vous voulez dire. Principal, tout à fait. Là, ça va être toute l'entreprise. Donc, tous les établissements partout en France. Ça sera toute l'entreprise. Imaginons, vous avez plusieurs établissements. Aujourd'hui, jusqu'en 2024, vous aviez la possibilité, enfin, c'était les 6%, c'était par établissement. Là, à partir de 2024, ça sera vraiment l'entreprise. Et là, ça change la donne. Parce que dans un établissement, parfois, vous n'avez même pas 20 personnes. Il faut savoir, les 6%, c'est au-delà des 20 personnes, des 20 salariés. Là, en l'occurrence, si on rassemble toutes les structures d'une même entreprise, ça change la donne. Donc, est-ce que les entreprises sont à 6% à ce moment-là? Voilà, donc on rappelle que ce taux de 6% est au-dessus de 20 salariés. On est obligé de respecter donc ce pourcentage et d'intégrer donc un salarié handicapé. Porteur de handicap. Porteur de handicap, tout à fait. Donc d'où l'importance aussi de communiquer sur la sensibilisation. C'est-à-dire la sensibilisation, ça passe que parfois on n'a pas besoin de recruter une personne handicapée. C'est juste de se dire dans l'entreprise, quand on fait une sensibilisation, c'est qu'il y a des personnes qui sont reconnues handicapées, mais qui ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être licenciées. Elles ont peur de se dire, voilà, je vais avoir une étiquette. Et ça fait très très peur pour une personne. Surtout pour des personnes qui sont là depuis très longtemps aussi. Donc elle se dit, oh mais il me reste que 10 ans à faire avant la retraite, etc. Donc non, je ne vais pas déclarer mon handicap. Et pourtant, pendant 10 ans, il peut se passer énormément de choses parce que la pathologie peut évoluer.
Et ça, c'est si les personnes ne réagissent pas, elles peuvent être, voilà, avant la retraite, mises sur le carreau quelque part, parce que leur santé va se dégrader. Donc, d'où l'intérêt de se reconnaître. Voilà, d'où l'intérêt de se faire reconnaître. Et si on n'a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, Julie Grosset, de responsable RH dans son entreprise, eh bien, on peut faire appel à vous pour faire un diagnostic. Oui, tout à fait. Donc là, comment fait-on? On joint l'association Actif. Nous avons un site internet Actif RSH. Donc, je vous invite à aller sur ce site. Vous pouvez juste remplir le document. Et puis, à ce moment-là, on prend contact avec vous, on échange. On fait déjà, au préalable, on a un contact téléphonique parce qu'avec la Covid, justement, on priorise dans un premier temps, en tout cas, cette partie-là. Donc, et ensuite, suite à l'échange qu'on va avoir, on va diagnostiquer aussi les problématiques, mais aussi ce que veut l'entreprise. Parce que les entreprises, peut-être, n'ont pas forcément de stratégie sur le handicap, mais elles souhaitent varier justement son équipe en mettant des personnes en situation, en mettant des personnes handicapées dans leur entreprise. Donc voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon justement de la responsabilité sociale du handicap, Julie Grosset. On a bien entendu la leçon, j'allais dire. Attention, à partir de 2024, c'est l'effectif complet d'une entreprise qui sera pris en compte et non pas par établissement. Et donc là, les 6%, ça va sans doute effectivement changer la donne. C'est une bonne chose que vous ayez créé ce premier espace de coworking à Cergy-Pontoise, parce que du coup, les TPE peuvent en profiter également. Les TPE, les PME et même les personnes personnelles. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ont des projets professionnels, qui n'ont pas d'espace pour travailler, que ce soit des personnes handicapées ou non. Et du coup, cet espace est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller donc, sur le site de Actif, oui. HACTIF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, Rémi Lelon, ça doit vous parler, ce soutien au handicap, parce que à la Fondation Raoul Follereau, vous aidez les plus démunis. Ça fait quand même 60 ans qu'elle existe. C'est mythique, cette fondation. Présentez-la nous un petit peu, s'il vous plaît, Rémi Lelon. La Fondation Follereau, c'est une organisation caritative indépendante, déjà, qui lutte. L'objectif, c'est de lutter contre l'exclusion, qu'elle soit causée par la maladie, par l'ignorance ou la pauvreté. Donc, en fait, aujourd'hui, nous poursuivons l'œuvre du créateur, Raoul Follereau, par des actions qui visent à soigner, à éduquer, à réinsérer. Voilà. Alors, soigner, c'est l'action, je dirais, historique de la Fondation, puisque Raoul Follereau a consacré sa vie aux lépreux. Donc aujourd'hui, nous avons... Oui, j'allais dire que le premier but au départ, c'était bien la lèpre. Oui. C'est une maladie qui existe depuis la nuit des temps et qu'on n'arrive toujours pas à soigner. Mais j'étais étonnée de voir que les foyers, c'est donc Madagascar, l'Afrique et le Moyen-Orient, principalement. Alors, le Moyen-Orient, dans une moindre mesure, les pays les plus endémiques sont l'Inde, Madagascar, vous l'avez cité, et puis le Brésil. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un médecin qui est salarié de la Fondation, qui est présent à Madagascar pendant toute l'année. Et donc, il a aussi une action en faveur des plans de lutte contre la tuberculose. Voilà. Donc, et puis, on a, pour justement définir les axes d'action, de recherche, on a une commission médicale qui est composée d'un certain nombre de médecins qui font ça de manière bénévole. Et on a un deuxième médecin qui est au Bénin, qui est aussi un conseiller, qui est aussi président de l'organisme international de lutte contre la lèpre. Alors, vous-même, donc ça, la lèpre, effectivement, et puis les maladies, c'est une maladie, presque maladie orpheline maintenant. Enfin, on n'entend plus tellement... On appelle ça une maladie tropicale négligée. Tropicale négligée, vous dites. Parce que l'OMS, en fait, il n'y a plus assez c'est malheureux à dire, mais il n'y a plus assez de cas de lèpre dans le monde pour que ça reste une cause... et donc, ça a basculé donc en maladie tropicale négligée il y a une petite dizaine d'années. Ça n'empêche qu'on a encore en moyenne 200 000 nouveaux cas par an dans le monde.
Donc pour cela, il faut continuer d'agir. Donc il y a des recherches sur des nouveaux traitements. On a un centre, on a un laboratoire d'essai, enfin un essai qui a été lancé au Mali. Bon, ce qui n'est pas évident en ce moment vu la situation. Du fait du Covid, oui, et puis de la solution politique, vous voulez dire? La situation politique aussi. C'est pas facile de mettre en œuvre des campagnes de soins. Voilà. Et puis des recherches aussi, il y a des pistes aussi sur des vaccins, mais il y a toujours aussi la difficulté de mettre en place des vaccins dans des pays comme ça, parce que les foyers sont difficilement accessibles. Alors on a aussi on a une voie sur laquelle on travaille, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire que quand un malade a attrapé la lèpre, on essaye de soigner son entourage de manière un petit peu, pas préventive, mais faire en sorte que, comme il a été contagieux, on soigne l'ensemble de la famille. Parce que il faut rappeler que c'est une maladie contagieuse. Très contagieuse. Donc merci en tout cas pour cet éclairage, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler de la lèpre, donc c'était important qu'on le souligne. Un deuxième axe aussi sur lequel on agit, c'est sur l'éducation, et notamment l'éducation des enfants. On a un peu évoqué le sujet pour le Liban, mais on a un certain nombre de projets comme ça sur l'ensemble de l'Afrique. Tout simplement, historiquement, on a des partenaires qui sont la plupart du temps religieux, qui nous ont demandé de les aider dans l'éducation, parce que quand on accueille les mamans lépreuses, on accueille la famille avec, et donc on essaye de s'occuper de l'éducation des enfants. Notre savoir-faire dans le domaine de la lèpre a été remarqué, et donc nos partenaires sur le terrain nous demandent de les aider dans le domaine de l'éducation. Et puis le troisième volet, c'est l'insertion. Alors l'insertion, donc création d'activités génératrices de revenus, ça se fait beaucoup au Liban, en Irak, en Égypte, grâce à notre correspondant qui est là-bas sur place au quotidien. Voilà. Et puis donc ce pourquoi je suis un peu plus présent là, puisque c'est moi qui m'occupe de cette activité-là, c'est Action Rurale. Voilà, je rappelle que vous êtes donc responsable de l'activité, de l'Action Rurale, j'allais dire, pour la Fondation Raoul Follereau, c'est ça le sujet du jour. Voilà. Parce que ça fait quand même 25 ans que la Fondation accompagne et soutient des personnes précarisées dans ce domaine. Alors qu'est-ce que vous appelez l'Action Rurale, Rémi Lelong? En fait, finalement, c'est contribuer à favoriser, à trouver des solutions pour lutter contre le chômage et les emplois précaires. Hein, ça, c'est pour nous, c'est le cœur de notre action rurale. En fait, c'est suite à la désertification des campagnes françaises que vous avez commencé à proposer une action. En fait, nous avons un impact sur pour lutter contre la diversification. Non, en fait, la jeunesse, c'est 1992, la catastrophe de Vaison-la-Romaine. Je ne sais pas si vous en souvenez. En fait, on a un de nos délégués, le délégué du Vaucluse, qui nous a demandé d'intervenir justement pour essayer d'aider des familles qui avaient tout perdu, et notamment leurs outils de travail. Et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et depuis, en suivant, je dirais, la maxime, notre devise, c'est vivre, c'est aider les autres à vivre. Forcément, on a souhaité continuer cette action et la développer, et on souhaite encore la développer aujourd'hui. Alors justement, donc vous proposez d'aider les porteurs de projets. Ça n'est pas que, vous le disiez tout à l'heure, que des activités agricoles que vous soutenez. Comment sélectionnez-vous les projets? Comment ça se passe? Quel type expliquez-nous un peu comment vous faites. La première chose, c'est que nous accueillons des porteurs de projets qui sont dans la précarité. Donc précarité d'emploi, précarité sociale, financière bien évidemment. Et donc ce sont des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, ce sont des gens qui passent de CDD en CDD, ce sont en fait des gens qui sont
la plupart du temps bénéficiaires des minima sociaux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils doivent avoir un projet à présenter. Voilà. Alors après, comment on les sélectionne? On est ouvert sur l'ensemble des métiers, on n'a pas de spécialité, même si l'année dernière on a financé à peu près à 70% des projets agricoles. On a d'autres types de projets. Actuellement, je pourrais dire les demandes. On a quelqu'un qui veut créer un bar à tapas, un apiculteur, une exploitation agricole, de la pisciculture, de la médiation animale. Vous voyez, donc on a quand même un panel assez large. Un panel assez large, aussi bien dans l'artisanat que le commerce, et puis bien évidemment dans l'agriculture. Et pour ça, on a une activité qui est assez intense sur le sud. Bon, c'est une région dont le climat permet effectivement ce genre d'activité. Et on souhaite aujourd'hui développer notre activité. C'est une occasion de rééquilibrer, pas au détriment des actions en faveur de l'agriculture, je vous rassure, mais de rééquilibrer un petit peu le type de projet que nous finançons. Bon, donc en fait aujourd'hui on fait un appel à projet. Finalement, tous ceux qui ont des idées de projets en zone rurale peuvent vous contacter. Ouais, Est-ce qu'il y a un âge limite, un âge minimum, un âge maximum? Est-ce qu'il y a des montants de projets? À quelle hauteur de financier participez-vous au projet de ceux qui viennent vous solliciter? Âge limite, il n'y en a pas. Je dirais que la majeure partie des porteurs de projets sont dans la fourchette 30-40, voire 30-50. On est à plus de 50, on est près de 60%, 65% dans cette fourchette-là. Et les montants en fait d'aide maximale sont de 7 500 €. Bon. Et ce qui est important aussi, c'est que on est bien évidemment, il faut de l'argent pour pouvoir démarrer son activité, mais il faut aussi un accompagnement. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est l'accompagnement humain. Donc c'est une relation humaine qu'on crée avec le porteur, c'est pas simplement une relation je dirais, de financier. Et pendant les 5 années après la création, on a un contact régulier avec eux pour pouvoir avoir des nouvelles de leur projet et éventuellement intervenir s'il y a besoin effectivement d'apporter un nouveau soutien financier. Bon, il arrive assez souvent qu'au bout de 2 ou 3 ans, il y ait quelques difficultés. J'ai l'exemple d'une savonnière qui disait moi j'équilibre mes comptes mais je ne vis pas de mon activité, donc on discute. Et puis il se trouve que c'était avec moi qu'on a géré cette question-là, et je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses effectivement vivre de ton activité? Il faut que je produise plus. Bon, mais qu'est-ce qu'il te faut pour produire? Et la difficulté, c'est qu'ils ont une grande pudeur à demander à nouveau qu'on leur apporte une aide financière. Bon, et là, on a regardé un peu les équipements dont elle avait besoin, et finalement, 500 € pour eux, c'est effectivement une grosse somme quand on regarde, je dirais, leur compte. Pour nous, ça rentre dans les fourchettes, dans les enveloppes que nous distribuons. Bon, et là, effectivement, sur une aide ce qu'on appelle une aide de deuxième marche, on est de l'ordre de 2500 €. Et vous pouvez pas, c'est vraiment important parce que ça les sort vraiment d'abord, ils n'ont plus besoin de toucher les minima sociaux, parce que beaucoup, dans les premières années, continuent à démarrer leur activité en touchant les minima, et en fait, grâce à l'aide qu'on apporte en deuxième marche, ils arrivent à en sortir et à vivre de leur activité. Alors, ce qui est important, Rémi Lelong, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la Fondation Raoul Follereau accompagne les porteurs de projets pendant 5 ans. Oui. Donc, finalement, ça n'est pas qu'un pitch pour avoir une fois de l'argent. Après, vous les suivez. Et si, donc, comme vous l'avez dit là, avec l'exemple de la savonnière, si on a besoin de nouveau de se faire aider, on peut vous redemander. Ah oui, tout à fait. Je dirais que c'est même... Parce que notre finalité, c'est quoi finalement? C'est que les gens qu'on aide au départ puissent vivre de leur activité. Donc si effectivement ils végètent et qu'ils sont toujours dans les minima sociaux et que leur activité n'est pas boostée, on n'a pas atteint notre finalité. Donc
bien évidemment, il faut qu'ils viennent nous aider. Et on a parlé tout à l'heure de la Covid. On a eu une action, on a contacté par mail, on a envoyé un mail en disant si vous avez un souci au moment du confinement, etc., beaucoup de projets agricoles, fermeture des marchés. Donc il y a effectivement des porteurs de projets qui ont eu des difficultés à ce moment-là et on les a aidés en leur attribuant ce qu'on a appelé, nous, une aide Covid pour qu'ils puissent effectivement traverser cette difficulté. Oui, d'autant que pour les indépendants, tout comme les chefs d'entreprise, il n'y a aucune aide finalement qui est versée puisqu'ils passent au travers des mailles du filet. Donc ça, effectivement, c'est un soulagement pour eux. Il nous est arrivé aussi d'aider des personnes qu'on n'avait pas aidées au départ parce qu'ils n'avaient pas eu, ils ne pouvaient pas présenter un bilan d'une année et donc ils avaient droit à aucune aide. Alors, Rémi Lelon, vous êtes responsable de l'action rurale à la Fondation Raoul Follereau. Vous venez de nous expliquer comment vous essayez d'aider les porteurs de projets. Alors, vous dites que c'est pour aller dans les campagnes, mais quels sont les critères au niveau, j'allais dire, des villes ou des villages? Comment vous faites pour sélectionner parce que j'imagine que, après tout, certains voudraient bien avoir accès à vos aides. Alors, c'est tout simple. En fait, nous, on s'est fixé une limite à 2500 à 3000 habitants. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une association des maires ruraux qui sont les maires des communes de moins de 3000 habitants. D'ailleurs, le vice-président a fait un petit témoignage dans notre journal destiné aux donateurs récemment au mois d'octobre. En fait, oui, c'est 2500 à 3000 euros. Bon. 2500 à 3000 habitants, vous voulez dire? Excusez-moi, il y a 3000 habitants. Il y a éventuellement des possibilités de regarder. On n'a pas des. Moi, je dis, j'ai pas des œillères, et donc ça peut aussi être lié je dirais, à la densité de population. Donc, on ne va pas dans le milieu urbain, ça c'est clair, mais il peut y avoir. Là, j'ai une demande pour un projet sur une ville de 4000 habitants. On ne va pas la refuser. Alors c'est justement une personne qui avait, quand je parle de suivi, c'est une personne qui avait déjà postulé dans une commune près du Havre et qui a eu des problèmes pour obtenir des financements. On ne l'a pas lâché. On a pris des nouvelles régulièrement et là, la semaine dernière, il est revenu vers nous en disant « ça y est, j'ai trouvé un terrain, je suis en train de négocier la construction de la micro-crèche ». Vous voyez, encore une autre activité qui est un problème effectivement aujourd'hui. La garde des enfants, c'est un problème. Donc voilà, on est dans notre action de vivre, c'est aider les autres à vivre. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples d'activités à laquelle vous pouvez participer et suivre, donc, comme je le rappelle, pendant 5 ans? Ouais. Oui, donc le maraîchage. On a aussi, je pense, un couple qui fait de l'accueil paysan, mais aussi de l'accueil social de jeunes qui sont en difficulté, qui sont dans des maisons spécialisées, donc qui ont eu des problèmes avec la justice. Donc ça, cette action-là, elle est formidable parce qu'ils essayent de remettre de remettre en route des jeunes qui sont complètement paumés, qui n'ont plus de repères. Et ça, je trouve ça formidable. La médiation, on a parlé de médiation animale, on a une personne qui élève des ânes pour justement faire accueillir, on parlait d'handicapés aussi, là, donc ben voilà, elle accueille des handicapés et elle les fait avoir des relations avec les chevaux pour effectivement les faire évoluer. Voilà, je pense que après, c'est les ébénistes, les luthiers, enfin, ce sont des métiers qui sont... Donc luthiers, vous les aidez aussi. Vous avez aussi aidé un paysan brasseur en Dordogne, oui, d'ailleurs quelqu'un qui est porteur de handicap d'ailleurs, je crois. Oui, exactement, Adrien. Adrien qu'on a aidé à démarrer il y a à peu près 3-4 ans. On lui a accordé une subvention et un prêt à taux zéro, puisqu'on n'a pas évoqué le type de financement, mais ça peut être soit la subvention, soit le prêt à taux zéro, et c'est déterminé en fonction, je dirais, du prévisionnel, de l'endettement personnel de la personne, et puis du type de projet. Si on est sur du projet agricole, on va être plutôt sur de la subvention.
parce que le projet agricole, il faut un peu de temps pour le démarrer. Donc là, Adrien, c'était donc un projet de brasserie, hein, c'est bien ça? D'accord. Et puis, oui, je reviens. Enfin, il était brasseur, ce jeune homme ou ce monsieur, oui, je ne sais pas. Brasseur, et en fait, il a même fait évoluer son activité parce qu'il est devenu paysan brasseur. C'est-à-dire que là, quand il a démarré, il se fournissait chez des paysans locaux. Donc ça, c'était important pour lui que la fourniture de ces matières des matières premières soit le plus proche de sa brasserie. À la fois au plus proche, et puis c'est aussi une philosophie. Hein. Et puis là, maintenant, il cultive ses propres orges et son houblon, voilà. Donc ça, c'est... Voilà, donc il y a tout type de projet en fait. La seule chose, c'est que, je répète vos conditions, Rémi Lelon, c'est donc dans des villes de moins de 4000 habitants, vous avez dit, hein, donc des villages, on va dire. Et puis, par contre, tout type de projet, et vous les accompagnez pendant 5 ans. Alors, vous avez dit que ça peut être des aides, mais également des prêts à taux zéro, vous avez dit. Oui. Alors jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on peut obtenir, grâce à la Fondation Raoul Follereau, un prêt? Alors, c'est aussi les mêmes montants, c'est 7 500 €. On peut avoir exceptionnellement, surtout dans le milieu agricole, il y a des aides type PAC, etc., qui n'arrivent peut-être pas toujours au bon moment et que le producteur attend, et en fait, ou l'éleveur attend, et on peut éventuellement intervenir pour leur prêter effectivement le temps, mais là c'est sur une durée, c'est très très court terme en fait. Donc ça leur permet de faire la bascule jusqu'au moment où ils vont toucher leur PAC. Bien sûr. Alors Rémi Lelon, vous avez dit que vous aviez pas mal de projets dans le Sud. Quels sont les prochains projets sur lesquels vous allez devoir réfléchir ou décider? Les prochains projets, j'en ai un que j'ai évoqué tout à l'heure, la pisciculture, un apiculteur qui nous a sollicité. Voilà ce que j'ai actuellement recensé. On en a validé il y a une petite quinzaine de jours. Donc c'est un projet de maraîchage aussi. Dans le Sud, c'est beaucoup du maraîchage en fait. Bien sûr, puisque le climat se permet la culture, évidemment. J'imagine que... Vous voyez, par exemple, quand on parle de suivi à 5 ans, là, on a, je ne sais pas si vous devez vous souvenir, c'est pas très vieux, je pense que c'était le week-end dernier, où il y a eu des grosses intempéries dans le Gard. Dans le Gard, oui. La première chose que j'ai faite, moi, c'est de prendre mon téléphone pour aller prendre des nouvelles de nos porteurs de projets qu'on a aidés à s'installer. Et a priori, ils n'ont pas trop souffert. Donc ça va, ils sont sortis... Ils n'ont pas été touchés par les coulées d'eau Non, pas les intempéries. Alors, pour trouver les projets, est-ce que c'est un équilibrage entre des hommes et des femmes, ou bien est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Comment ça se passe? On a un petit peu plus de femmes. Elles sont plus demandeuses d'activités indépendantes. C'est pas, je dirais qu'on n'a pas la volonté de favoriser les femmes ou les hommes. Il se trouve que c'est comme ça, et l'année dernière, on a eu de mémoire, il y avait 56% de femmes. Ouais, donc une légère majorité des femmes. C'est quand même assez équilibré de manière générale. Alors comment fait-on pour vous contacter, Rémi Lelon, si on veut participer, faire financer son projet par la Fondation Raoul Follereau? Alors, je voudrais juste ajouter une petite chose. On travaille beaucoup avec des organismes locaux, type France Active, Initiative France, Terre Vivante dans le Sud. Et c'est souvent ces organismes. Initiative en Val d'Oise, voilà. Voilà, exactement. On l'a évoqué tout à l'heure. Ce sont souvent ces organismes-là qui nous envoient les dossiers, en fait. Enfin, ils disent aux porteurs de projets de venir nous solliciter. Sinon, on appelle la fondation. Carrément, on prend son téléphone et on vous appelle vous directement? On demande le service ruralité, action rurale. Donc vous êtes le patron. Il y a forcément un interlocuteur au bout du fil. Je travaille avec deux autres personnes, Odile et puis Catherine, et donc elles sont là pour les accueillir. Voilà, Odile, Catherine ou Rémi sont responsables du service action rurale. La Fondation Raoul Follereau est à Paris. Elle est à Paris, dans le 15e. Et donc on vous joint par le site internet. On va rappeler l'adresse si vous voulez bien, Rémi Lelon. www.raoul-follereau.org. Voilà, tout simplement. Donc porteur de projet, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on lance un appel. Je voudrais juste dire un petit mot quand même. En conclusion, Rémi Lelon. En conclusion, je ne vais pas être trop long. On ne vit que de la générosité publique.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment vous financez-vous? C'était ma dernière question. On est financé par des dons, par des legs, par des assurances vie. Et vous me donnez une tribune pour remercier tous nos généreux donateurs, sans lesquels toutes ces actions, l'ensemble des actions de la Fondation ne seraient pas possibles. Donc un grand merci. Et si d'autres donateurs veulent nous rejoindre... Voilà, il ne faut pas hésiter. On fait un appel aux donateurs. Voilà. Donc je note que vous avez également des legs. Hein, et c'est comme ça que la Fondation vit simplement de dons. Vous n'avez pas de subvention. Pas de subvention. Donc c'est fantastique parce que vous êtes implanté partout presque dans le monde. Surtout en Afrique francophone. Et puis effectivement, on a des projets au Vietnam aussi. Donc une belle fondation, en tout cas pour moi une fondation mythique, la fondation Raoul Follereau. C'est vrai. Justement, Nadège Vial, ça vous fait réfléchir quand vous entendez tous ces projets et tous ces dons, j'allais dire, vous qui êtes coach et formatrice justement pour TPE et PME, j'imagine que ça vous met du baume au cœur de voir que les chômeurs, enfin la Fondation aide les chômeurs hein, ou les gens qui ont du mal à se réinsérer de pouvoir trouver du travail. Effectivement, c'est réjouissant. Moi, j'accompagne plutôt les entrepreneurs solo et plutôt les entrepreneurs, les femmes, qui sont en activité en général depuis 3 ans. Donc, qui se retrouvent un petit peu à un moment, 3 ans ou plus, à un moment de leur vie où elles se demandent si elles vont continuer. Est-ce qu'elles vont avoir besoin d'aide, par exemple, avec la Fondation Follereau? Quoique je n'ai pas tellement accompagné dans la ruralité, mais c'est un exemple. Je n'ai pas accompagné des personnes qui soient dans le handicap, mais elles peuvent se retrouver dans des situations extrêmement variées qui font qu'elles vont avoir besoin d'acteurs différents pour s'appuyer. Quelles sont les situations différentes qui font que tout d'un coup elles font appel à vous? Vous parlez donc de femmes chefs d'entreprise, vous dites. Oui, il peut y avoir le fameux contexte qu'on connaît tous, la Covid, un retournement économique quelconque, un changement dans la législation qui fait qu'on avait peut-être un prescripteur XY. C'était le cas d'une cliente qui était en bien en compétences, qui lui amenait directement finalement des gens jusqu'à elle. Il a fallu qu'elle change à peu près toute sa stratégie de communication pour que les gens viennent à elle plus directement que par cet acteur-là. J'ai une cliente qui était dans l'événementiel. Donc là, c'est la catastrophe en là, ce moment. C'est relativement difficile de se réinventer, mais ça n'empêche qu'il y a des solutions qui existent. Mais souvent, ça atteint évidemment le financier, mais ça atteint surtout ce qui se passe entre les deux oreilles. Et c'est là que j'interviens moi, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et souvent elles sont fragilisées parce que c'est difficile à vivre. Et puis je suis passée par là, donc je sais ce que ça peut faire. Donc elles ont besoin de se réinventer, de retrouver des appuis, des ancrages, des croyances qui les aident à avancer dans leur projet, de se dire tiens je continue ou j'arrête. Et ça c'est une vraie décision qui peut être très très douloureuse parce que quand on est créateur d'entreprise, c'est un projet, c'est un peu notre bébé quoi quelque part. Donc à un moment donné, quand il a quelques années, c'est un peu comme un enfant qu'on accompagne, on se dit c'est pas possible, je ne peux pas arrêter. Pourtant parfois c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, il y a des situations très délicates. Donc même à la limite, on vous pose la question, alors que vous faites de la formation et que vous êtes coach, on vous demande carrément du conseil de gestion, d'aller dire est-ce qu'à votre avis je dois arrêter mon entreprise? Parce que notamment je pense à l'événementiel, parce que là je les plains, tous ceux qui sont uniquement dans ce domaine-là, comme on voit qu'on ne peut pas se réunir. Je ne vais pas donner de conseils sur la partie gestion, ce n'est pas mon rôle. Par contre, ce qui peut se passer, moi j'ai eu des chefs d'entreprise qui retournaient au salariat. Donc justement, comment se repositionner par rapport à... c'était le cas d'une cliente qui avait 6 ou 7 ans déjà d'expérience dans la restauration et qui retournait vers la finance. Et elle n'avait pas été très très bien accompagnée par des acteurs publics, donc elle était assez démoralisée en fait. Elle ne savait plus comment se positionner. Et heureusement, en travaillant sur justement l'estime de soi et la confiance en soi, elle a pu rebondir et aujourd'hui elle est dans une société dans laquelle elle se sent très bien et elle a même évolué dans son poste. Donc ensuite, continuer ou arrêter, c'est là où il y a vraiment des décisions à prendre et des décisions qui soient, au-delà du financier, qui soient justes par rapport à soi. Pour prendre que, quelque part, cette entreprise, même si on est très très attaché, c'est pas nous non plus. C'est aussi un objet social, c'est aussi quelque chose qui est externalisé et dont on peut faire le deuil. Donc là, c'est plus psychologique, et se réinventer soi par rapport à cet épisode-là, le mettre dans un cadre de croyance qui est passé et se projeter sur quelque chose de plus dynamique dans l'avenir et qui nous correspond bien aussi. Comprendre qu'on a une histoire de vie qui évolue et surtout de nos jours, c'est
c'est de plus en plus vrai, ça change très très vite. Donc comment on s'adapte par rapport à ça? Comment on se sent en phase par rapport à ça? Comment on trouve sa voie par rapport à ça? Est-ce que, alors vous êtes coach et formatrice en PNL, qu'est-ce que c'est que la programmation neuro-linguistique? C'est bien ça le PNL. Qu'est-ce qu'on travaille par rapport à d'autres techniques? Qu'est-ce qu'on travaille de plus quand on reçoit des clients? Alors moi ce que j'adore dans la PNL en fait, c'est que c'est un outil qui est une super méga trousse à outils en fait. Ça s'inspire beaucoup de pratiques depuis les 40-50 ans qui viennent des thérapeutes, mais pas que. Et en fait, pourquoi on dit programmation neurolinguistique? Parce que je crois que c'était presque un challenge d'appeler ça comme ça, pour pas faire psy, justement, de la part des fondateurs. Et du coup, on est dans réinstaller un programme en partant du principe que le cerveau est un ordinateur, que nos croyances, quelque part, ce sont des logiciels, et que parfois, il faut mettre à jour tout ça parce que sinon, ça bug, ou ça nous empêche d'avancer, ou ça nous limite dans ce qu'on fait, ou on s'empêche de se lancer dans un projet parce qu'on croit que si on est une femme, un homme, ou qu'on a un handicap, on n'est pas capable de le faire. Donc, on fait de la mise à jour sur les programmes de sorte à ce qu'on se mette dans les meilleures conditions pour réussir et que mentalement, comme les sportifs, d'ailleurs, la programmation neurolinguistique est utilisée depuis très longtemps dans le sport, surtout dans tout ce qui est visualisation, performance, on se met en condition de se dire je suis comme un champion et on répète en fait tout ce qu'on va faire par notre imagination et le cerveau est câblé de telle manière que si on l'a imaginé, il ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais dans le doute il se dit bon ça marche, donc il lève un petit peu les blocages sur tout ce qui est peur et donc on peut y aller pour de vrai. C'est ça qui est assez bluffant avec ces techniques-là, c'est qu'on arrive à dépasser ces blocages en très très peu de temps. Qu'est-ce que ça veut dire très peu de temps? Il peut y avoir une séance où tout à coup il y a un blocage qui se lève et du coup ma cliente va par exemple dire ok bah là j'y vais et entre deux séances elle aura fait beaucoup plus de choses qu'en peut-être quelques années. Donc c'est l'avantage de la programmation neurolinguistique, enfin de la technique que vous utilisez. Donc. Voilà, c'est très rapide. Alors avec Nadège Vial, je rappelle que vous avez fondé votre entreprise Proxime Action en 2012. Donc vous êtes coach et vous êtes formateur en PNL. Comment, alors avec la Covid, avec la pandémie, comment ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce que vous travaillez à distance, uniquement à distance? Est-ce que vous faites encore du présentiel? Comment faites-vous? Alors moi j'avais pris le tournant du distanciel en 2015 déjà. Donc je faisais déjà quelque chose d'assez mixte entre les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt le distanciel qui a le vent en poupe. Pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas que le fait qu'on soit en distance du coup en protection, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas à se déplacer. Donc un public qui serait handicapé est justement très enclin à vouloir participer à ce type de formation. C'est des formations qui, comme c'est de la vidéo, sont en plus court. On fait des demi-journées, donc c'est plus léger à gérer en fait pour les entreprises. Ça évite de monopoliser toute une semaine, toute une équipe. Après, c'est un petit peu différent. C'est challengeant pour le formateur, c'est challengeant pour les personnes qui participent. Mais une fois qu'on a, à nouveau c'est là qu'on va rejoindre le coaching, une fois qu'on a dépassé la croyance que c'est vraiment pas pareil, complètement froid, etc. et qu'on a tous compris qu'en fait on était tous ensemble, même si c'est virtuel, on arrive à faire des trucs vraiment sympathiques et même du coaching d'équipe. Alors parlez-nous un petit peu justement du coaching d'équipe. Combien de personnes pouvez-vous former en même temps? Quelles techniques utilisez-vous et dans quel type de domaine faites-vous ces formations? Alors le coaching d'équipe, ça va être même en formation c'est le même format. Moi je limite à 6 personnes. Comme ça on a quelque chose de qualitatif. J'utilise un outil que tout le monde a découvert plus ou moins avec la pandémie qui s'appelle Zoom, qui est mon meilleur ami depuis des années déjà. Depuis 2015, vous avez dit. Et on peut faire des sous-groupes, on peut aussi faire des binômes, on peut faire presque comme dans une salle. En tout cas, organiser des exercices de sorte à ce qu'on puisse créer ces moments-là. Et puis, j'ai oublié la suite de votre question. Et comment fait-on? Dans quel domaine peut-on se former en vidéo, justement? Alors, ma spécialité, je pense que dans plein de domaines on peut le faire, mais ma spécialité, moi, c'est tout ce qui est leadership, tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Donc, ces thèmes-là, je les aborde. Et puis, sur des parties un peu plus techniques, j'accompagne aussi un peu en storytelling digital, parce que en utilisant les techniques de la PNL, justement, comment on s'adresse à un public pour les toucher émotionnellement avec tout ce qui est vocabulaire visuel, auditif, kinesthésique et donc émotionnel.
C'est des formations un petit peu plus, on va dire, à la marge, mais que j'aime beaucoup parce que c'est à la croisée de toutes les compétences que je peux avoir à ce jour. Et donc finalement, quel que soit son métier, en fait, on peut rebondir en suivant vos formations, par exemple en Zoom. On peut s'améliorer dans son métier, mais on n'est pas obligé forcément de se remettre en question, j'imagine, Nadège Vial. On peut déjà améliorer sa communication, ce qui ne fait de mal à personne en général. Et ensuite rebondir, oui, j'ai une formation qui s'appelle Devenir son propre coach, qui justement redonne de l'autonomie à la personne pour se dire, en fait, oui, j'ai les ressources et j'ai le droit de me réinventer, en fait, sortir un petit peu de toutes les injonctions ou limitations qu'on avait pu se poser consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et se dire, j'y vais, je réinvente mon projet, je vais faire cette proposition à mon patron, je vais proposer de lancer telle innovation dans mon activité. Tout ça, ça devient accessible. Après, ça marche pas, ça dépend de l'environnement évidemment, mais la personne se sent la permission de se positionner et dire voilà, j'ai un super projet et ça peut marcher si on y va ensemble, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, dans votre entreprise Proxime Action, quel type, à quel type d'entreprise ou limitez-vous ces formations? Est-ce qu'il y a un nombre, vous avez dit 6 tout à l'heure, que vous acceptiez 6 personnes maximum, ça veut dire que si on est une grosse équipe, il faut le faire en plusieurs fois? Si une grande entreprise fait appel à vous? Alors, si c'est vraiment une grosse équipe, là, ça sera certainement plus adroit de le faire en présentiel. Donc là, vous vous déplacez malgré la pandémie. On se déplace, on se masque et on fait tout ce qu'il faut. C'est encore une fois, c'est pas pareil. Ensuite, si c'est possible, on redécoupe effectivement en sous-groupes. Il peut y avoir par exemple un thème ou 3 thèmes dans l'équipe qui ne touchent pas tout le monde. On peut du coup diviser là-dessus. Et puis ensuite se retrouver dans une plénière où on aura traité tous ces thèmes-là et rejoindre les synergies qu'on aura pu faire en sous-groupe. Alors avant de proposer telle ou telle formation ou tel groupe de réflexion, est-ce que vous faites un bilan avec votre client? Comment ça se passe? Qui vous fait la demande? Oui, il y a forcément un bilan et c'est forcément du sur-mesure. Ça dépend si on parle de coaching ou de formation. Formation, il y a déjà des programmes qui existent. Si le programme que je propose, les programmes que je propose conviennent à leurs besoins, c'est parfait, on y va comme ça directement. Si au contraire il y a besoin de construire quelque chose, et ça m'est souvent arrivé, c'est un peu comme ça aussi que j'ai fait grandir mon catalogue, on voit ensemble ce dont ils ont besoin et on crée tout simplement le module de formation sur mesure. Et dans ces cas-là, ce sont des forfaits, j'allais dire, à la formation, ou ce sont des forfaits au niveau tarif, à la demi-journée? Comment vous faites? J'estime qu'une formation, c'est un projet, donc c'est un forfait à la formation. À la formation. Il y a une partie un peu de conseil, c'est vrai. On va rappeler peut-être l'adresse si on veut en savoir plus sur vous, Nadège Vial, et si on veut faire appel à vos services, que ce soit en coaching ou en formation. Je rappelle que vous êtes certifié en PNL et en ProcessCom, donc en process de communication, ça veut dire. C'est comme ça que vous présentez ça sur votre site internet. Alors quel est-il ce site? J'ai fait original, c'est le www.nadègevial.com. Voilà, au moins c'est simple, c'est Vial, ça s'écrit VIA2LE. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour mieux vous développer dans les mois à venir? Me souhaiter que les gens osent en fait se dire je vais me donner les moyens et la chance d'y arriver et je vais croire en moi. Est-ce que le problème de la confiance en soi, c'est le premier souci? De ce que je vois, oui. Oui. C'est très prégnant. Ça ne touche pas que les femmes. Je disais que j'accompagnais surtout les femmes, mais j'ai aussi quelques messieurs. C'est quelque chose qui touche tout le monde en ce moment parce qu'il y a ce revirement économique qui fait qu'on est poussé, qu'on le veuille ou non, à se réinventer aussi et à se repositionner à des périodes de la vie qui sont, soit on est très jeune et on va dire que c'est un petit peu plus souple, un peu plus facile, soit on est à cette fameuse milieu de vie qui fait que professionnellement c'est compliqué et on ne s'est pas forcément projeté dans un profil d'entrepreneur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on est entrepreneur et on se dit non, j'arrête, c'est trop difficile, j'ai envie de retourner au salariat, j'ai envie de faire ce que je faisais dans le passé dans un autre métier. Et à nouveau, c'est une transformation intérieure qui est importante. Et ça passe beaucoup par la confiance en soi et l'estime de soi. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à vous tous, vous trois, d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez réécouter cette émission, eh bien vous allez sur notre chaîne YouTube. Elle sera mise bien sûr cet après-midi. Et on va se quitter avec un titre. Aujourd'hui, on va se quitter en musique, bien sûr, comme d'habitude.
Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à mercredi. Demain, vous retrouvez Jacqueline Voraz.